Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Parole véritable. Nouveau numéro de Revue véritable. Spécial album review. Aujourd'hui, c'est très spécial. Aujourd'hui, on est à Marcy Projects. Aujourd'hui, on vous présente le premier numéro de la review sur In My Lifetime Volume 1 de Jay-Z. On va faire la petite trilogie. Premier épisode de la trilogie. Ouais. Exactement, premier épisode de la trilogie. On va essayer de traiter de plus de trilogies comme ça dans les albums parce que si les artistes font des trilogies, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un sens, ils essaient de nous expliquer quelque chose. Et un seul album, ça suffit pas. Donc ils le font en trilogie, comme il y a des trilogies célèbres, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, et j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'on est accompagné de frérots à nous, des spécialistes du hip-hop. Franchement, il y a Parole véritable et il y a eux. Franchement, on s'est reconnus en eux. J'espère qu'ils sont reconnus en nous aussi. Et on partage la même passion pour cet art qu'est le hip-hop. Et c'est un noble art qu'on veut vraiment intellectualiser, débattre dessus, échanger des idées et tout et tout. Aujourd'hui, je suis avec Djanguina et Sirai de Interlude hip-hop classique. Yup. Bah, merci à toi. Big up à eux. Give it up. Parole véritable. Ça va quoi les gars? Bah super, hein. Super. Merci pour l'invitation. Les gars, ça fait plaisir. C'est normal. On est en famille. On est ensemble. C'est normal. On est ensemble. Comme ça. Carrément. Tu vois, les tchèques. Les tchèques. Ils sont véritables. Les tchèques sincères. Bon, c'est pas comme il faut le dire ça, mais bon. Bon. Comme j'ai dit dans l'intro, les gars, petite parenthèse. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout va s'afficher. Je vais le dire quand même. On va afficher les réseaux sociaux aussi de nos frérots, tout ça. Mais vas-y. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, SoundCloud et Apple Podcasts. Et tous les contenus courts ou longs, vous pourrez les retrouver directement sur notre YouTube. Parole véritable podcast. Parole véritable. Tu vois, c'est exact. Carrément, je me trompe dans les effets. Et bon, les gars, aujourd'hui, c'est trop sérieux. Jay-Z. On en parlait tout à l'heure en antenne. Il y a un problème en France, c'est que les gens connaissent très peu Jay-Z. Très peu. Ils le comprennent très, encore moins. Pas du tout. Mais les gens connaissent tous le mari de Beyoncé. C'est triste. Et moi, comme je dis souvent, c'est ma phrase, j'adore Jay-Z, mais je déteste le mari de Beyoncé. C'est juste pour vous montrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Il y a du sens dans ce que tu dis. Jay-Z, c'est le... Tu vois, Jay-Z, c'est Jay-Z. Pour Beyoncé, tu vois ce que je veux dire? Jay-Over. Bon, bref. Ouais. Le truc, c'est que cet album-là, quand il arrive... Reasonable Doubt, ok, ça a fait son petit succès et tout, à l'époque, parce que quand il sort en 96, on a déjà fait un podcast sur l'année 96. Je vous invite à aller le voir, ça va s'afficher. Mais le podcast, sur l'année 96, on ressasse tellement d'albums, c'est trop. Il y en a trop. C'est une année incroyable. C'est la meilleure année du rap game. Ok, toi t'as répondu à la question. C'était déjà de leur débat, donc on va pas relancer ce débat. On peut refaire le... Non mais... Et c'est discutable ce que tu dis, mais bon, bref, on non mais c'est juste pour dire à le quel débat. point, tu vois, le Reasonable Doubt, il peut être en fait, entre guillemets, noyé dans la masse pour dire en fait la richesse de l'année que c'est. Et qui explique peut-être, entre guillemets, le succès relatif de l'album. Exactement, parce que c'est un album en termes de qualité pure, c'est un album de ouf. C'est un classique. Mais oui, effectivement, quand tu sors, il y a tout le monde qui sort, toutes les stars, tous les gros albums et bon, on va pas revenir dessus, mais allez voir le podcast, vous verrez ce qui est sorti cette année-là. Du coup, Jay-Z, il revient avec In My Lifetime Volume 1. Bon, effectivement, donc moi je me souviens quand j'ai vu le Volume 1, je me suis dit, ok, peut-être que c'est une série, une mixtape, ou qu'est-ce qu'il va nous faire, ou j'étais assez curieux. Et j'ai reçu l'album vraiment... naturellement, je suis pas allé vers l'album. L'album, DJ, tout ça, j'allais dans les magasins de vinyle et tout. Donc j'ai écouté et j'ai pris une claque tout de suite en fait. Tout de suite ça m'a parlé. Parce que c'était vraiment on s'était mangé des années de West Coast et là on revenait sur de la New York shit, tu vois ce que je veux dire? On sentait ce retour en force de New York, tu vois, et après qui s'est perduré jusqu'en 2000 avec les Capone de Noriega, etc. Bon, ça c'est encore un autre débat. Du coup, toi, Djanguina, j'ai envie de te demander, comment toi t'as reçu l'album?
Bah en fait moi pour être très honnête c'est un album que j'ai pas découvert au moment de sa sortie, je vais pas être on va pas se raconter des histoires en 97. Merci pour ton honnêteté. Bah tranquille. Parce que t'as des mecs des fois ils te disent ça, on dirait ils étaient dans le studio. Ils étaient là en 97 l'album quand il est sorti. C'est fou. Non mais il faut être franc bien évidemment que je l'ai pas connu au moment de la sortie, je l'ai découvert après. Et en fait je pense que mon expérience par rapport à cet album là, par rapport à toi par exemple, si tu l'as découvert, je crois comprendre, au moment de sa sortie ou à peu près à la période de la sortie, moi je l'ai découvert, comme beaucoup de gens je pense, dans un ordre qui est pas l'ordre chronologique de la sortie des albums de Jay. Et donc j'ai découvert par exemple In My Lifetime après avoir écouté un album comme le Blueprint par exemple. Ce qui en termes de contexte et de réception de l'album, tu vois, ça va être complètement différent, je pense, de personnes comme toi ou de personnes qui l'ont découvert sur le moment. Mais c'est intéressant comme angle. Bah bien sûr, donc du coup ta perception n'est pas du tout la même. Maintenant, s'il est question de savoir comment est-ce que je l'ai reçu ou apprécié ou les premières fois, je vais être encore une fois très très honnête, c'est pas un album que j'ai apprécié directement dès que je l'ai écouté, mais comme pour beaucoup d'albums en fin de compte. Et je pense que pour beaucoup aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être un petit peu franc et honnête dans sa manière de raconter ses vieux souvenirs. Beaucoup de ces classiques-là, quand on les a découverts étant plus jeune, on n'avait pas forcément la maturité musicale en termes d'oreille pour pouvoir comprendre et surtout apprécier correctement cette musique-là à sa juste valeur. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a un album que je pouvais pas supporter du tout, mais c'était le Shut 'Em Down de Nyx. Ou pire encore. Alors celui que j'arrivais pas du tout à assimiler, je comprenais même pas ce qu'on pouvait y trouver de bon ou d'intéressant, c'était l'album précédent là, le All We Got Is Us, le deuxième album de Nyx, qui est aujourd'hui je pense peut-être même l'un des albums new-yorkais de rap favoris, mais bon, c'est un album que j'avais pas forcément les armes pour comprendre. Et le volume 1, c'était aussi un album que voilà, j'avais du mal à resituer, à apprécier, que je détestais pas, mais que j'arrivais pas spécialement à trouver d'attrait particulier, mis à part pour, si je dois parler des quelques sons qui m'ont directement interpellé, c'était You Must Love Me, qui est le tout dernier son, l'avant-dernier son de l'album, qui je trouve est fabuleux, mais même encore aujourd'hui je trouve est juste incroyable en termes de storytelling et en termes de son, etc. Et évidemment Street is Watching, qui je pense, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le rap, c'est quelqu'un qui c'est un son qui frappe, qui est juste mémorable. Exactement. Mais le problème de cet album-là, dans ma première écoute, et c'est peut-être, je pense aussi un gros problème pour beaucoup de gens qui viendra à l'écouter, donc c'est peut-être pour ça même que si je devais conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas spécialement Jay-Z d'aller écouter un album, je conseillerais pas celui-là. Parce que certes, l'intro est fracassante et c'est certainement l'une des meilleures intros peut-être de l'histoire du pur rap. Par contre, frère, et c'est là et juste pour terminer sur ce point-là, et ce qui je pense peut-être un frein pour beaucoup de personnes, c'est sur les 2-3 morceaux qui suivent l'intro. Et je trouve que c'est important parce que les premiers morceaux d'un album, c'est je pense les premiers morceaux où tu dois marquer l'esprit. Voilà, ou pour essayer de garder l'attention du mec. Et je pense que pour avoir entendu Jay-Z en interview, lu ce qu'il disait, etc. Il le dit lui-même, hein, les morceaux comme The City Is Mine, etc. Aujourd'hui, c'est pas les morceaux dont il est le plus fier. Et malheureusement, je pense que ces morceaux-là, ces 2-3 morceaux-là, The City Is Mine et le son avec Puff et Kim, comment il s'appelle déjà ? I Know What Girls Like. I Know What Girls Like, exactement. Qui sont des morceaux qui sont pas les plus mémorables de Jay, et ça, c'est de leur propre aveu même, c'est de l'aveu Dame Biggs Jay lui-même, hein. C'est même pas moi, c'est de leur propre aveu. C'était les gens les plus big à l'époque, et allez hop. C'est même décevant au vu de la connexion. Mais du résultat attendu. Du résultat attendu. Après, ça nous ramène sur encore un autre sujet, j'ai pas envie d'embrayer sur tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, mais je dis simplement qu'en tant que réception de cet album-là, c'est un album sur lequel j'ai été plutôt mitigé dans mes premières années et que j'ai redécouvert plus posément, comme beaucoup d'albums aussi, avec le temps, où tu te dis, attends, je vais réécouter cet album-là et je vais passer au-dessus de ces 3-4 premiers sons et voir... et c'est là que tu commences à redécouvrir des sons comme Imaginary Player, tu te dis, mais comment c'est possible ? Incroyable. Street is What, tu te dis, comment c'est possible ? Tu découvres Real Niggas, tu te dis, mais comment c'est possible ? Ouais, je sais pas,
Ouais, je parle même pas de ça, tu vois, je parle même pas de ça, mais bon. Je laisse la parole à mon gars Serral, parce que je sais qu'il va dire des trucs encore. Bon. Tu commences déjà. Encore bien. Le problème, tu commences déjà, alors que clairement. Il y a un petit débat là, c'est marrant, vous allez voir. Mais attendez, préparez-vous, hein, je dis au public simplement, juste préparez-vous à ce qu'il va dire. Je sais pas encore exactement, mais il va dire des énormités, ça c'est sûr. C'est ça son problème. Ton avis sur la question, frère? Moi, mon avis, comme nous, au niveau de la découverte, moi, à la base, je suis un bouc de Nas. Fait que Voilà, c'est pour ça que vous voyez bien, il y a un schisme là. Il y a des navigateurs, il y a des Queen Bridge, you know. Les mecs du bridge. Exactement. Et qui fait que, forcément, déjà, en fait, il y a le respect parce que t'es obligé de reconnaître qu'il est fort. Mais il y a ce côté où, bon, on l'écoute, mais on cherche pas vraiment à approfondir son écoute de Jay. Et franchement, in my lifetime, effectivement, j'ai mis le volume, j'ai mis du temps à l'écouter. Hein. Sincèrement, j'ai mis du temps à l'écouter. Hein. Franchement, toi, tu parles de Blueprint. Chez Black Album, j'ai écouté, oui, bien après Black Album. Donc, d'une certaine manière, effectivement, quand je me suis remis, tu vois, à vraiment apprécier, à vraiment réévaluer et réapprécier Jay, tu te refais sa discographie, mais en fait, quand t'es plus jeune, effectivement, tu remets pas dans le contexte forcément les albums. T'écoutes d'une manière brute. C'est-à-dire comment la prod sonne, comment il va poser, en sachant que je suis pas bilingue, hein, je vais pas faire genre... donc... de prime abord, l'album, je l'ai trouvé bon, mais sans plus. Voilà, je me suis dit, il est bon, mais sans plus. Effectivement, avec le temps... Et approche le micro. Excuse-moi. Et clairement, tu te dis... Putain, mais en fait, le gars, il est vraiment fort, hein, ça, bon. Tu dis qu'il est fort. Et il y a des sons dans l'album, il y a des sons qui te mettent juste des gifs. Franchement, le son Where I'm From, moi, franchement, le son, il me met une claque. Honnêtement, la prod, comment il pose... Comment le contraire serait possible? Non, attention, non, mais clairement, quand tu le réécoutes, tu vois, tu sais, quand t'as tête reposée, tu sais, ça vous a tous fait ça. Des fois, tu fais... T'es là, tu fais non, mais attends, c'est fou ça. Tu réécoutes, tu fais non, et ça t'ambiance tout seul. Et carrément même, pour moi, le Where I'm From, il te met dans une ambiance où t'as l'impression même d'être là-bas. Je te jure que tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être à merci, tu vois, t'es là. T'es dedans, tu kiffes. Et comme, je sais pas si vous avez vu le live Coachella avec quand Nas il fait son set, et t'as Jay qui vient. Il fait des présidents, il fait le Where I'm From, le premier couplet. Et tu sais, à un moment, il est là, tu sais, il fait son couplet et tout. Et tu sais, c'est marrant parce que tu vois, Nas, comme il rebondit dessus, ça fait genre, alors que les deux, ils font comme si, tu vois, c'est. Oh, je vois ce que tu dis, frérot! Non, t'as vu? Ouais, exactement. Il te met dans l'ambiance où et tu vois, c'est des exemples comme ça qui font que. Tu vois, les Américains, ils arrivent toujours par des petites phases comme ça à te faire sublimer encore plus, tu vois, leur album. Tu vois, à faire une replay value qui fait que tu fais, ah ouais, merde. Tu vois. Et ouais, déjà, franchement, in my lifetime, sincèrement, je trouve que même c'est un mot qui a été un peu décrié. Parce que par rapport au virage, les gens qui l'auraient pris après un build-up, un peu plus tu vois, commercial. On a parlé du son avec Kim et Dizzy. Donc c'est pas la période Bad Boy, tu vois. Il a tenté des choses. Mais je pense qu'il a été jugé. Je pense qu'il a été mal jugé. Peut-être mal compris aussi. Et je pense que c'est un album qui a su se réévaluer avec le temps. Mais bon, on va en parler de manière plus concrète par la suite. Magnifique. M'amène le Bougarno, c'est comment? Non, moi, pour être honnête, in my lifetime, on est des nazirators. Donc on va pas écouter des trucs comme ça. On est des mecs du bridge. Donc nous, fallait pas nous parler de lui. On voulait rien savoir du Woog. Nous, c'était ça. En vérité, on était dans Nas. On connaissait pas tout de Nas, donc il fallait qu'on se concentre sur notre gars, tu vois. Voilà, c'était ça en vérité. On n'avait pas le temps d'haïr les autres, fallait qu'on... Voilà. Mais après, en vérité, le vrai combat, c'est la musique, c'est d'aimer la musique. C'est pas d'aimer un camp ou l'autre. Exactement. Parce que même le but de leur guerre, c'est de vendre des disques. Bien sûr. Ça, tu le comprends après quand tu grandis. Voilà, ça, tu le comprends après quand tu grandis. Et moi, cet album-là, en fait, c'est les beatmakers qui m'ont amené à cet album-là. Angle intéressant, ok. C'est les beatmakers et il y a des gens qui vont écouter les albums par rapport peut-être à un ou deux sons. D'autres par rapport aux beatmakers. D'autres par rapport à même à un couplet, tu vois. Des phases que le mec, il va sortir, etc. Et toujours dans la recherche. Tu connais, nous, voilà, on aime bien faire des recherches sur les choses pour, après, lorsqu'on parle aux gens, être sûr de ce qu'on dit.
Savoir que voilà, lorsqu'on dit quelque chose, la source, là, vas-y, tu me crois pas, va vérifier. Ouais. Tu vois. Ou moi je te le dis. Si tu me crois pas, ben moi je te le dis. Et le jour où il vérifiera, ah, il me l'avait dit. Ouais, voilà. Effectivement. Et le truc, en fait, c'était un de mes gars qui me parlait de Ski Beats. À l'époque, il me parlait de Ski Beats, il me disait non, Ski Beats, il est trop chaud et tout. Je dis, mais attends, moi je te parle de DJ Premier, de Just Blaze, de Kémis. Toi, tu me dis Ski Beats, c'est qui? Il est où? C'est quoi? Il dit quoi? Ski Beats, écoute Reasonable Doubt, écoute les premiers Jay-Z, tu vas voir et tout. J'ai écouté Who You With. J'ai dit, ah bon? J'ai vu le clip comme ça. J'ai dit, oh, Ski Beats, c'est lui. Machin. Après, il avait fait des choses aussi avec Currency, Jet Life et tout. Il y a un son qu'il avait fait pour Currency, Adresse. Super puissant, je trouve. Et bref, ça. Et je réécoute l'intro. A Million and Question. J'ai dit, mais ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. One Million, Ali, hein. Moi, en fait, j'avais pas fait le rapprochement. Tu faisais pas le parallèle. J'ai dit, oh. Ah, donc en fait, ils sont comme ça. Le truc, il est sorti en 96. L'album d'Ali est sorti en 96. 97, il arrive avec une intro comme ça. Tout de suite. Primo. J'ai dit, non, le gars est trop chaud. Le gars est trop chaud. Mais je reviens sur ce que Syrah disait tout à l'heure. Where I'm From, c'est trop grave. Where I'm From, c'est trop grave. Where I'm From, on voulait le faire au quartier, nous. En fait, il y a des sons comme ça, t'as envie de les faire au quartier. Un Where I'm From, un Memphis Bleak Right Here, c'est des sons, tu veux les faire au quartier. Tu dis, nous aussi, en vrai, mettez le son, ramenez une caméra, nous aussi on peut le faire ça. Mais laisse tomber. C'est exactement ça. C'était grave ça. Mais on se rend pas compte de l'influence du rap américain sur les quartiers dans les années 90. C'est trop. Il faut faire une thèse là-dessus carrément. C'est trop. C'est clair. Et par rapport à Where I'm From, je voulais revenir sur des anecdotes et tout par rapport aux recherches que j'ai faites. Where I'm From, il est produit par D-Dot. D-Dot, en fait, il fait partie de l'équipe des Hitmen, l'équipe de producteurs de Bad Boy. Ouais. Et je parlais de ça avec un de mes gars qui me disait que, en vrai, à cette époque-là, à New York, tout le monde voulait bosser avec. Quand tu bossais avec Bad Boy, t'étais sûr de faire un coup. Exact. Tu vois. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Il y a, en 97, quand Busta Rhymes sort When Disaster Strike, il y a un son avec Didi aussi, et Maze. C'est un peu dans la même veine. Mais voilà, la période Shiny Sue, la période Bad Boy, etc. Tout le monde voulait prendre Tout le monde voulait s'approprier le truc parce qu'on savait que ça allait être vendeur. Donc, la présence en fait de P. Diddy et de son équipe sur cet album-là, elle est sur I Know What Girl Like, le son qu'il a fait avec Kim et Diddy. Elle est sur Where I'm From aussi. Quand je dis ça aux gens, ils me croient pas. Je dis, vas-y, on va écouter Dirty Money, le son Angel. Je crois qu'il a repris quoi comme instru, Diddy? Textuellement, c'est la même instru en vérité. Mais il a pas pris à un inconnu. Il a pris à D-Dot, qui est son employé. Voilà. Les gars, ils sont tout simplement. En fait, aujourd'hui, on le regarde avec nos yeux de 2021. C'est impressionnant de voir comment les mecs étaient déjà super bien organisés, super structurés, super malins dans leur choix. Et rien n'était fait au hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans du tout. Il n'y a pas de hasard. Après, je veux revenir sur ce que tu disais, Jean-Guina, c'est que c'est très 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 intéressant parce que ce que tu as fait en vérité, c'est que quelque part, tu as expliqué comment écouter du Jay-Z. Ouais, parce que Jay-Z en réalité, c'est pas un artiste facile à comprendre. Et il est pas facile du tout en fait à comprendre. Il y a plusieurs sens en fait. C'est-à-dire que si tu commences par le mauvais album, tu peux te faire une mauvaise opinion sur cet artiste-là. Alors tu sais qu'il est fort parce que tout le monde le dit et tout, mais si tu commences par le mauvais album, t'as peut-être pas les armes comme tu dis pour le comprendre. Et ça me fait même penser parce que il y a toujours cette histoire entre les arts mineurs, les arts majeurs et tout. On dit oui, les arts majeurs, c'est les arts où il faut être initié pour faire. Ouais. Quelque part, le rap, il faut être initié pour ne serait-ce que le comprendre et l'apprécier à sa juste valeur. Parce que si t'as pas écouté certains albums avant, si t'as pas une oreille assez mature, tu peux même pas comprendre ce que le gars il a voulu faire. Ouais. Et après, quand tu comprends la langue, et quand tu comprends, tu rentres dans le slang, dans les machins, dans les métaphores, tu te dis, mais les gars. Les figures de style. En vérité, Jay-Z, c'est vraiment, comme tu dis, tu fermes les yeux, t'as Marcy Project. C'est pour ça que je parlais dans un premier abord d'écoute brute en fait. Tu as des coups brutes. Comment dire à tous ces jeunes. Tu vois, Regarde le micro. Elle est fidèle à. Comment ça s'appelle tu vois, au début, c'est les prods qui font que. Qui attirent ton oreille en fait. Qui font pencher. Et la manière forcément aussi du bonhomme à poser. Le flow et tout. D'abord, c'est ça. Après, au fur et à mesure, t'apprends à des placements. Après, schéma de rime et ainsi de suite. Et tu décortiques de plus en plus. Et comme tu dis, t'en arrives à vraiment avoir, tu vois, cette oreille initiée. C'est comme tout type de musique, c'est comme le jazz par exemple. Tu sais, le jazz, il y en a, ils vont dire, oh, c'est un truc redondant. Mais non, en fait,
quand elle aurait initié le jazz. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est technique de fou. C'est très technique. Et effectivement, le rap, c'est ça. C'est pour ça que c'est ce côté où tu sais, les gens ont ce dénigrement parfois du rap. Ça me dérange. Mais pour revenir à Jay, si on va pas trop s'écarter, Jay, effectivement, vous l'avez tous dit. Je pense que la manière dont on a découvert. Moi, je sais que la première fois que. En fait, je m'en souviens que j'avais vu, j'avais entendu des présidents, je sais plus, mais j'avais pas fait plus attention. Parce qu'en fait, c'était plus. Ouais, mais tu vois, des présidents, ce qui m'a marqué, tu vois, c'est le sample de Nas en fait. Ouais. Vu que je connaissais déjà Nas. Mais je m'en souviens que la première fois, mon premier souvenir de Jay, on va en parler après, c'est Hard Knock Life. C'est la première fois que j'ai dit, mais c'est qui ce négro pas beau? Honnêtement, ça. C'est qui ce négro? Il est là comme ça. C'est qui ce négro comme ça qu'on découvre là? Oh, là, c'est grosse babine et tout. Il est là. Tu vois, et en plus, bizarrement, je vais vous dire une chose, en plus, bizarrement, j'ai pas kiffé. Pas le physique, elle a dit. Franchement, bizarrement, à la première écoute, j'ai pas kiffé le son. Hard Knock Life, j'ai pas kiffé le son à la première écoute. Garde ça pour la prochaine Après. vidéo. Non, mais c'est pas dire, excusez-moi, c'est pas en parler, Le trouble fait, garde ça pour le volume. Voilà. Je vous ai prévenu, hein. Vous voyez, ça c'est des mecs de Nas. Ils attaquent Jay-Z sur son physique. Non. Mais c'est vrai ça, mais c'est beaucoup ça en fait. Non, mais je trouve que c'est surtout révélateur du fait d'avoir très très peu d'arguments derrière. Ouais, mais il a des Tu grosses parles à quel âge lèvres. j'avais? La première fois, Il a des grosses lèvres. Mais bon, mais revenons à volume 1, revenons à volume 1. On va faire un takeover et on va vous éteindre. Non, Donc c'est mais pas la peine de continuer. Hein. Volume 1. In my lifetime de Jay-Z. Non, mais moi ce que j'aimerais bien dire, parce que et on va tous plus ou moins dans le même sens, et je pense que quoi qu'il en soit on est d'accord pour dire que c'est un bon album. On parlait en off, je pense tout à l'heure, de la question des classiques de Jay-Z, et quand bien même je pense que Jay a assurément l'une des discographies les plus propres de l'histoire du Peura, si ce n'est peut-être même la plus propre. Après, je laisserai ça encore une fois à chacun et à chaque auditeur le soin de décider en fonction de ce qu'il kiffe ou de ce qu'il kiffe pas. Mais ce que j'ai simplement à dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, le volume 1, je vais pas considérer que cet album-là est un classique, en dépit du fait que je trouve que c'est un album qui va avoir des grosses tueries dedans. Je m'explique. C'est un album qui, au-delà de Street is Watching, au-delà d'Imaginary Player, au-delà de Real Niggas, de Where I'm From et tout ce que vous voulez, va comporter, à mon sens, beaucoup de sons qui sont, je dirais, inutiles, voire peut-être pas bons pour certains. Ouais, des fillers. Exactement. Et ces morceaux-là, pour moi, un classique n'a pas besoin d'être à 100% sans défaut, etc. Il y a plein de classiques qui sont classiques certifiés. Et si on regarde bien dans le tracklist, il y a un son 2 dont on peut se passer. Mais sur cet album-là, j'ai bien... allez, un quart de l'album, objectivement, que je réécoute pas aujourd'hui. Quand bien même, le In My Lifetime, je vous le dis, c'est un des albums de Jay que je réécoute le plus souvent, mais je réécoute toujours les mêmes sons. L'intro, Street is Watching, etc. Mais il y a pas mal de sons que je zappe. Et le problème, et ça c'est un problème qu'il a lui-même, et c'est marrant parce que je regardais une interview de Jay pour un sujet d'ailleurs que vous tarderez pas à voir sur la chaîne Interlude Hip Hop Classique, donc pour ça je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Mais le problème de cet album là, c'est que ils ont voulu lancer une direction artistique en termes de son, de sonorité qui, comme vous l'avez dit, se rapproche beaucoup de Bad Boy, des Hitmen, et au-delà même de City's Mind, c'était dire Riley, mais au-delà même de... Enfin, mais c'est pareil, ils ont essayé d'accrocher un univers qui collait pas au leur. Par exemple, et le très bon exemple pour moi, Sunshine. Mais quand ils font Sunshine... Il le dit lui-même. Quand ils font Sunshine... Avec Foxy, pas de problème. Shiny Suits, bon, ça correspond pas du tout à Jay. Et Babyface, c'est une légende de la musique, c'est indiscutable. Mais Babyface et Jay-Z, ça va pas dans la même phrase. Mais Babyface, mais Teddy Riley et Jay-Z, ça va pas dans la même phrase non plus. C'est deux légendes. Et sont des légendes dans chacun leur univers, mais ça va pas ensemble. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, et Jay, il l'a expliqué ensuite comme étant un vrai regret de sa part, et il l'a dit lui-même, des interviews que vous pouvez trouver. On a essayé d'accrocher un truc et on a essayé de se raccrocher à un truc qui nous semblait vendeur pour tous, c'était de surfer sur la mort de Big en fait. En fait, c'est ça. C'est exactement de ça dont j'allais parler en vérité. C'est la mort de Big. Parce que cet album-là, en vrai, faut resituer les choses dans leur contexte. Il sort en 97, novembre 97. Big, il meurt en mars 97. C'est le premier album, ça aussi, très important de le dire, c'est le premier album de Jay-Z Rockefeller Def Jam. Donc c'est très important aussi de le dire ça. Et t'as dit un truc très important. Lorsqu'on parlait de Louis, on entend tous des choses, on écoute tous des choses.
Mais de la même manière, des fanatiques de gastronomie développent leur palais. Nous, on développe notre ouïe, soit en écoutant des productions, soit en écoutant des sons, soit en écoutant des albums ou autres. Et t'as dit un truc super intéressant. Là, maintenant, aujourd'hui, quand tu réécoutes cet album-là, tu réécoutes pas tout. Tu connais l'album, comment il est. Tu connais ses qualités, ses défauts. Voilà, il peut y avoir des imperfections, des morceaux qui sont pas super parfaits, qui font partie de l'histoire, qui font partie du film. Mais t'as tes scènes préférées du film. Bien sûr. Tu vois. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de lecture-là pour certains CD. Parce que sinon, tu vas dire, mais l'album, il est nul. Parce que t'auras pas passé un meilleur moment en écoutant le quart de l'album qu'en écoutant l'album entier. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Et donc Lucky Me, je jette très clairement. J'adore Sauce Money, mais Face Off, je jette aussi. Voilà, tu vois. Et Sunshine, j'aime bien. Je trouve que le clip les dessert clairement. C'est le clip qui nique tout. C'est le clip qui nique tout. Et Babyface aussi. Mettez même un chanteur inconnu, mais pas Babyface. Je trouve qu'en termes d'image, ça nuit totalement à leur crédibilité. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, et c'est un élément qui reviendra d'ailleurs dans un de mes prochains récits, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, ça c'est très peu connu, mais Def Jam, à un moment donné, a songé à rompre le contrat qu'il venait de faire, tu l'as dit, parce que Def Jam, Rockefeller, c'est à partir de volume 1. Et volume 1, il commence à sortir des sons comme Sunshine comme premier single. Oui, premier single, ouais. Et c'est là que Dame revient avec cette idée qu'il expliquait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en disant on avait perdu plus ou moins le respect de la street avec ça, et c'est là qu'on décide de faire la fameuse BO Street is Watching, tu sais, la BO film où on voit Jay et Dame avec des flingues à Marcy, etc. Histoire de dire on est toujours street. À leur refuge, la street. Pour moi, il manquait. Pour moi, sur ce volume 1 aussi, il y a, comme tu as dit, il y a le contexte. Et je pense que contexte, premier album Rockefeller, Def Jam, la mort de Big, et je pense que Jay avait une pression, forcément. Et ça se ressent en fait dans la direction artistique de l'album. Et lui-même, je pense qu'au niveau, un peu de sa personnalité, il se cherche un peu. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je fais, en gros, c'est moi l'héritier de Biggie, d'une certaine manière, un peu le singer, parce que il vient de Brooklyn, d'une certaine manière, dans les thèmes abordés, ça se ressemble énormément. Clairement. C'est plus que singer même. Tu vois, voilà. Donc, même, il a tout pris de suite, des couplets du voilà, gars carrément. Donc, tout de suite, tu vois. Je pense que dans la manière dont, en plus, avec le choix du single, vu qu'en plus, tu vois, Bad Boy était... très mauvais choix. Un très mauvais choix. Clairement, on se dit, en fait, le gars, il veut juste surfer, en fait. Ouais, si, c'est exactement ça. Je recontextualise avec après, ça, c'est mon avis. Hein, c'est mon avis que j'essaie de me dire, et je pense que c'est le cas. Et forcément, t'as des choix qui sont discutables, comme tu le dis, qui font que ça donne des sons qui effectivement font que tu zappes. Tu vois, tu zappes. En fait, clairement, tu zappes. Et ce qui a permis aussi, après, comme dit, je pense qu'après aussi cet album, bien que, comme dit, Rap Value est bon, c'est un mal. Moi, je trouve que cet album est vraiment un mal pour un bien, en fait, pour Jay. Je pense qu'heureusement même il a fait cet album parce que il a fait que le classique Reasonable Doubt qui au final tout le monde a dit qui est reconnu un gros succès d'estime. Il vient avec cet album là qui est plutôt décrié, tu vois, qui est décrié même, tu vois, comme ça vient d'être dit, il faut qu'il fasse Street is Watching pour qu'en gros la rue se rappelle de ok d'accord, la BO tu vois, ok d'accord, Jay entre guillemets fait un peu, il est toujours là, ça reste toujours. Parenthèse, je vais vous saouler. Street is Watching. Produced by Skibit. Non, bien sûr, mais... C'est trop. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, mais... C'est trop. Mais ça... Le son, ah oui. c'est important. Mais oui. Mais ça, en plus, après, on peut, de toute façon, même, c'est quelque chose, je trouve, qui a toujours été linéaire dans la carrière de Jay. C'est d'avoir toujours su s'entourer de beatmakers. De bons prod. Je trouve, surtout au niveau du timing. Surtout au niveau du timing. Tu sais, on disait l'intro Primo, t'en as beaucoup qui oublient dans la discographie de Jay. En fait, la connexion de Primo et Jay. T'en as beaucoup, tu vois, quand on cite les prods de Primo. On parle plus de Nas, de Nas, Gangstar et compagnie, même M.O.P. carrément. Que même de dire, mais tiens, Primo, tu vois, il a produit pour Jay. Mais c'est pour dire que je pense que Jay, à l'époque, je pense que Jay, il vient en plus avec, on va dire, un nouveau concept, une trilogie pour se démarquer. Comme on l'a dit aussi, c'est quelqu'un
qui doit faire ses preuves. Tu sais pas, genre il a pas l'image du petit prodige ou quoi que ce soit. Il vient tardivement. Donc il y a plein de choses qui pour ma part font que pour ces In My Lifetime, les couacs en fait sont expliqués par le contexte de l'époque. C'est sûr. Après, on parle de Quack, et juste pour terminer d'un mot, on parle de Quack. Je le lisais il y a peu, et c'était un élément qui était totalement faux. Le succès commercial de cet album-là, c'est un album qui finit certifié Platine seulement, oui, platine seulement, pas plus. Non, mais pas seulement, pas seulement. Il sort d'un album où je sais même pas s'il était certifié or au moment de sa sortie, Reasonable Doubt. Reasonable Doubt, à la sortie, il fait pas or quand même, non, or. J'ai or. Mais combien même il fait or, mais combien même il fait or, juste pour dire. Combien même il fait or, ce que je ne crois même pas. Non, il fait pas or parce qu'ils vendent 420 000 la première année. Bah oui, je pense bien. 420 000 la première année. Bah oui. Ça veut dire que l'année d'après, il sort ça. Reasonable Doubt, c'est comme Illmatic, hein, c'est des albums qui ont été certifiés. Oui, par la suite, bien la certification a gagné avec le temps. Bien sûr, le clash, la certification elle est arrivée en 2000. Bah voilà, donc je pense. Ah mais disque d'or, j'étais persuadé qu'il avait fait disque d'or. Donc voilà, donc c'est un album qui bizarrement, quand bien même il est pas retenu, il a été beaucoup critiqué. C'est quand même bien vendu. Oh. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une espèce de, je sais pas, de destin, de je sais pas quoi, mais quand bien même l'album est critiqué, pas forcément une grosse réussite unanime de la part de tous les spécialistes, c'est quand même un album qui est crucial pour moi pour Rockefeller, dans le sens où l'album n'est pas une réussite musicale, mais en termes de vente, ça se tient, parce que si ça se tient pas... Ah non, c'est fini. Je pense que Russell, comment dirais-je, Lee Cohen dit bon, les gars, Dame, machin, on vous aime bien, mais c'est bon, rentrez à la maison, allez faire ce que vous avez à faire. Mais voilà, l'album, bizarrement, arrive quand même à vendre et à finir certifié platine. Bien sûr. Et c'est un truc, et d'ailleurs, ça me rappelle la fameuse ligne de Jay dans Hard Knock Life. Il a une ligne dans le son où il dit I gave you prophecy on my first joint and you're all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. Ouais. Il le dit en fait. Vous avez commencé à me kiffer qu'à partir du deuxième. Le premier, vous m'aviez. Tout le monde m'avait snobé, m'avait boycotté. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un album qui est assez particulier de ce point de vue-là. Tu vois, c'est pas un album qui se distingue forcément de ouf dans la discographie de Jay en termes de musique, mais c'est un album qui est crucial, je trouve, par rapport à l'histoire de Rockefeller et l'histoire de Jay dans la suite, tu vois. Mais tu sais que ce que tu viens de dire là, c'est très très Jay-Z ça. Jay-Z, en fait, on n'a jamais eu un Jay-Z aussi fort que quand Jay-Z il est énervé. Exact. Dès qu'il est dos au mur. Dès qu'il est énervé, dès qu'il est critiqué. Non, attends, comment ça? Et là, je suis sûr que quand il est parti faire le volume 2, on en reparle dans la. Bah, c'est pour ça, ouais, un mal pour un bien, tu vois. Mais le gars, il se dit, allez, je dois envoyer. Parce que comme vous l'avez si bien rappelé, c'est que le King of New York, il vient de mourir. Le roi de Brooklyn, il vient de mourir. Et l'héritier tout désigné, c'est-à-dire que, imaginez le contexte où tout le monde se retourne vers Jay-Z. Bon, bah, c'est toi maintenant. Et Big, il était parti sur les moments No Problems, des trucs plus shiny, tout ça. Et ça marchait bien. Ils se sont dit, bah écoute, t'es le digne héritier de Big, vas-y, essaie de partir sur ces mêmes directions. Je pense que. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Honnêtement, parce que Jay, encore une fois, si on recontextualise, Jay en 97, c'est qui? Il fait quoi sur la scène? Est-ce qu'on se tourne vraiment vers Jay-Z pour dire c'est toi l'héritier de Big? Big, je sais, mais j'ai écouté une interview de DJ Clark Kent qui dit le mental de Jay-Z. C'est que Jay-Z, il était tellement ouf que dans sa tête, lui, quand il c'était lui. Pour lui, c'est plus fort que lui. Mais il a un mental de ouf. Et il dit ça à Clark Kent, mais je les graille. Pendant les années, Clark Kent, il me dit non. Il se raconte. Non, mais c'est ça, je dis dans son esprit. Il a dit non, j'avoue, en vérité, toi, tu dis Biggie, toi, tu dis des meilleures rimes, mais Biggie dit les rimes. Mais quoi? Dit les rimes mieux. Bon, je l'ai dit en français parce qu'il l'a dit en truc. Parce que je veux dire. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que dans sa mentale, Jay-Z, pour lui, c'est lui l'héritier. Il n'y a même pas de question. Nous, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ouais, mais non, mais on sait pas, oui, Nas, non, Jay-Z, pour lui, c'est lui. Il n'y a même pas de, c'est moi. Brooklyn, le roi de Brooklyn est mort. Le roi est mort, vive le roi. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, mais c'est pour ça que je dis d'une certaine manière, quand même, forcément, lui-même se met une pression. De ouf. En fait, par ces 2 points soulevés, que ce soit le deal ou Rockefeller Def Jam, et le fait que lui aussi, comme on dit, c'est moi qui dois prendre la succession, c'est moi en fait l'héritier de Biggie, et qui dit héritier de Biggie de Brooklyn, au final, de King of New York. Mais un élément très important, Jay-Z il est plus vieux que Big. Ouais. Ah oui, non, mais oui, mais c'est pour ça que j'ai dit la vérité. C'est mental du truc, c'est-à-dire que... Non, mais c'est un gars. C'est ton petit. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ouf. Imagine, dans la mentale, comment mais Jay, au final,
il vient plus tard. La plupart qu'on cite de ses contemporains. Et Jay, comme on dit, c'est leur corps. Comme on dit, c'est le Coran. Jay, c'est leur Coran, mais dans le son, mais d'un point de vue rap, par contre, c'est leur petit. C'est ça en fait qui est marrant, tu vois, avec Jay. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Même, comme tu as cité, Nas, c'est pour ça que Nas a toujours un certain dédain avec Jay, parce qu'en gros, il dit mon ami, moi c'est Biggie, mon égal. C'est Biggie ma catégorie. Toi, c'est ma catégorie, toi, toi, mon gars, aussi. Toi, t'es petit, toi. Parce que j'ai vu dans la street, ils faisaient des trucs, tu vois ce que je veux dire, ils vendaient du crack et tout, peut-être que, tu vois ce que je veux dire. Va parler avec Braveheart et exactement, avec Jungle, voilà, pour moi, c'est ça. Va parler Jungle, limite, avec nous, mais tu vois, pas moi. Regarde, même Shaim, tu vois, Shaim qui au final, sur un Reasonable Doubt, sur Coming of Age, normalement c'est Shaim, je te jure que c'est le même son, c'est Nas. On lui dit, il vient tout de suite. Il vient tout de suite. C'est Biggie qui part, il vient tout de suite. Mais vu que c'est Jay, tu te rends compte, tu te rends compte quand même l'insolence. Non mais c'est pour vous dire quand même. Il a développé un vrai truc. Et ces choses-là, t'inquiète pas que Jay, c'est quelqu'un. Aïe. Pour ça je vous dis, comme on dit, il a un côté revanchard, c'est quelqu'un. Comme on dit, il est parti chercher les choses. Ouais. Oh, quelle belle. Bon les gars, là, on va avancer dans la vidéo. On va avancer sur la vidéo. Tiercé. Tiercé ou quinté, comme vous voulez. Tiercé. Non, les quintés, on les garde pour les doubles albums. Là, c'est un simple album. Tiercé. Si tu dois me dire, vas-y, tes 3 sons. Tiercé. Imagine Player. Incroyable. Rap Game, Crap Game. Et Where I'm From. Ok, très solide. On débat pas sur les tiercés parce que c'est vraiment personnel. Hein. Donc, tu vois, la personne n'a rien sur la musique. Non, bien sûr. Faire cela, voilà. Mais tant que tu sors pas des tiercés. Le loufour, mon gars, voilà. Exactement. Y a pas de problème. J'espère que tu vas pas en faire, hein. Vas-y, m'amène le Bougarno. Tiercé plus. L'intro. Non, tiercé plus. C'est rien qui est pas d'accord. Voilà. Donne-moi ton as. Allez. Non, même pas. Tiercé plus. L'intro. A Million and a Question. Oui, incroyable. Where I'm From, parce qu'on voulait le refaire. Et le plus, ce serait Imaginary Player. En grandissant, Imaginary Player, c'est très grave. Ok. Tiercé pour moi, pareil, l'intro. A Million and One Question, ça c'est laisse tomber. Bizarrement, moi Sunshine, j'ai aimé le son. Parce qu'en fait, on l'a vu le maxi en vinyle, donc déjà ça t'oriente un petit peu. Moi j'avais kiffé le premier couplet déjà est très très lourd dessus. Moi Friend of Foe je l'aimais parce que Sauce Money c'est mon gars de ouf. J'ai entendu son album qui a été postponé pendant longtemps, il est sorti en 2000. Des fois on est fort. Comment il s'appelait Ma Finger. Middle Finger You. Sauce Money c'est trop mon gars. Street is Watching. Que Street is Watching, c'est le truc. Et j'aurais mis Where I'm From si j'avais fait un tiercé plus. Mais voilà, pour moi c'est ça. Ok, d'accord. Bah, moi je conclurai en disant que l'intro, effectivement, c'est certainement l'une des intros les plus réussies du rap. Déjà, j'adore l'aspect un petit peu scinder l'intro en deux, tu vois, sur 2 instrus différentes, mais les samples sont bien utilisés. Ce qui me choque avec cette intro là, c'est la deuxième partie. Je pense que je préfère peut-être même plus le Rhyme No More. Comment il rentre là. Motherfuckers can't rhyme no more. Franchement, j'adore ça. Million and One Question, c'est incroyable. Mais les deux se tiennent. Après, en vérité, moi, tu sais que moi, il y a un de mes gars qui m'a dit, c'est pas l'intro en vrai. Non, c'est pas. Mais il a fait un son. L'intro, c'est Demdash. Ouais. Quand il fait OK, l'intro elle est finie et c'est là où le commence. Tu vois non, mais bien sûr. Et surtout qu'en plus il y a un son, et ça je le dis également pour les personnes qui le regardent. On peut penser qu'effectivement cette intro là, Million and One Question, c'est un couplet, en fait c'est tout un son. D'ailleurs vous retrouvez le son sur internet, ou je l'avais d'ailleurs toujours sur une tape de Promis, sur 3 couplets, hein. Il a 3 couplets, les 2 couplets sont pas connus, les 2 derniers couplets. Mais le premier couplet c'est le même, mais de ce point de vue là j'adore cette intro. Street is Watching, objectivement je sais pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce son là. Objectivement, je sais pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce son-là. Que dalle. En plus, il y a ce truc de street, de Marcy Projects. Là, ça veut dire que là, tu le crois en fait. Exactement. Le mec, il est crédible. Ça veut dire quand il te dit
j'ai vendu du crack, j'ai fait tout. Voilà, là tu le crois. Exactement. Et pour conclure, je pense que je mettrais. Enfin, il y a plusieurs sons, on l'a dit, je pourrais faire un tiercé plus à Arnaud, mais je pense que. Ajoute-en un. Hein? Ajoute-en un. Bah, le numéro complémentaire est. You Must Love Me. Non, je mettrais You Must Love Me parce que je pense que c'est l'un des sons les plus personnels et les plus intimes de Jay. Il l'a dit d'ailleurs, You Must Love Me, des sons comme ça, j'en ai pas fait 1000. Le seul album qui peut plus ou moins se rapprocher de cette veine-là en termes d'écriture, en termes d'intimité presque par rapport à ce qu'il raconte, c'est ensuite ce sera l'album Le 444, mais pour le reste, Jay reste assez flou par rapport à sa vie, à tout ce qu'il est, etc. Et You Must Love Me, c'est le seul son. Je trouvais justement le parallèle avec Song Cry, juste pour faire un petit parallèle, mais Song Cry qui est très très intéressant parce que c'est un son qui se veut être un son d'amour, plus ou moins, où il livre ses sentiments par rapport à une meuf, etc. Mais il y a toujours cette espèce de pudeur qui, tu vois, I can see him coming down my eyes, so I have to make a song cry. C'est ça en fait. Je peux pas jouer le canard, je peux pas démontrer totalement mes sentiments, mais voilà, tu vois, j'ai fait un son qui pleure à ma place, tu vois ce que je veux dire. Et You Must Love Me, c'est peut-être l'un des seuls sons où il se permet de dire vraiment. Ouais, j'ai déconné, ouais, j'ai fait ceci, ouais, mais j'étais un bâtard pour avoir fait ce que j'ai fait à ma mère, par exemple, etc. Donc, You Must Love Me, par rapport à son impact, je mettrais, enfin, j'ai dit 444, mais je mettrais aussi certainement le tout dernier son là, du Dynasty avec Benny, là. Where Have You Been, en parlant de leur daron, là. Ouais. Qui est peut-être aussi l'un des sons aussi très très intimistes, mais ouais, donc, en tant que top 3. Moi, dans ce truc-là, j'ai bien aimé aussi, dans ce registre-là. Bon, on va passer au volume 3 tout à l'heure, mais Anything. Ouais, Anything. Ouais, parce qu'au final, c'est par rapport à sa mère. J'ai beaucoup aimé. Exactement. Ouais, non. Comme quoi, il en a fait quand même. Tu vois, des sons. Il en a fait. C'est quelqu'un, par contre, c'est vrai, effectivement, qui peut dire quand même. C'est quelqu'un quand même qui est, même dans sa vie tous les jours, tu vois, sa vie privée, déjà, au final, les gens fantasment beaucoup sur lui. Il donne très peu d'interviews. Très peu d'interviews. C'est quelqu'un qui garde son jardin secret. Ouais. Bon, les gars. On pourrait rester sur cet album pendant des heures et des heures. 107 ans. Parce que, voilà, la musique, si on nous lance, on peut partir pendant 2 jours comme ça. Mais bon, faut conclure. Alors, le volume 2 arrive. C'est une série de 3 vidéos, donc faites attention à bien chercher le volume 2 parce qu'on va en parler. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter aussi. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos analyses. Si vous avez un tiercé différent d'une autre, si vous avez des anecdotes et tout, on est là, c'est un échange, c'est de la musique. On vous dit à plus tard, merci beaucoup, on vous check, peace.